Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire une petite vidéo ce soir sur le lien entre la rétention séminale et le cerveau, et plus particulièrement le cerveau reptilien. On m'avait demandé dans un précédent commentaire de parler de ce qu'était justement le cerveau reptilien. Je vais commencer par dire que le cerveau reptilien en fait découle d'une théorie dans les années 60 qui a été développée par un scientifique qui en fait tentait d'expliquer aussi pourquoi on avait des pulsions, etc. Donc elle est très liée aussi avec tout ce qui était psychanalyse. Comment fonctionnait le cerveau? Donc il a dit, ok, il y a trois cerveaux, la théorie des cerveaux triuniques. Il y a d'abord le cerveau reptilien, puis ensuite le cerveau mammalien et le cerveau néo-mammalien. Sauf qu'en fait, avec les neurosciences aujourd'hui, on sait que tous ces cerveaux sont communiqués entre eux en fait. Différentes parties ont différentes fonctions, différents neurones ont différentes actions, stimulations, connexions, et surtout sont regroupés sous différentes glandes. Et par ailleurs, en fait, il y a aussi d'une certaine manière une évolution. On va dire au début on était un amas de neurones et de système nerveux, ensuite on est devenu, il y a des glandes qui sont spécialisées, des parties qui sont superposées. La théorie des différents cerveaux est toujours valide, mais elle n'est pas non plus rigidifiée en fait. C'est-à-dire que nos pulsions, elles ne sont pas juste incontrôlables. Il y a vraiment une logique derrière tout ça, pourquoi certaines choses arrivent. Que ce soit au niveau des hormones ou au niveau par exemple des communications, des signaux nerveux, des sécrétions, etc. Donc c'est dans ça que je voudrais parler, et vraiment faire le focus sur la rétention séminale et le cerveau reptilien dans cette mesure, c'est-à-dire la partie la plus ancienne que nous avons. Parce qu'au début, en fait, tout notre cerveau reptilien, c'est vraiment tout ce qui est fonction vitale, fonction homéostasique, c'est-à-dire nous garder en vie, nous garder surtout dans un état, on va dire généralement stable. Le problème, c'est que cette stabilité, en fait, elle peut être délétère si elle prend le dessus. C'est-à-dire qu'il faut sortir de sa zone de confort d'une certaine manière pour progresser. Et souvent, le cerveau homéostatique, le cerveau reptilien, pardon, va privilégier la homéostasie par rapport à l'évolution et l'amélioration. Et c'est un danger, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui vont stagner, voire décliner très rapidement. Bien avant d'atteindre la cinquantaine, soixantaine. Il y a des gens qui ont 25-30 ans qui sont déjà, en fait, morts à l'intérieur, quoi. Enfin, je vais commencer par faire une description générale du cerveau pour vous expliquer comment après il marche, et ensuite on va aller plus en détail et parler des points vraiment très importants dans le cadre de la rétention séminale. Il faut savoir qu'en fait, le cerveau reptilien, c'est vraiment des parties les plus anciennes. C'est votre cervelet, c'est tout ce qui est aussi votre tronc cérébral, donc ce qu'on appelle la médulaire ou médula oblongata. Ça peut être aussi par exemple la glande pituitaire, l'hypophyse qui est constituée de trois parties, antéhypophyse, hypophyse médiane et hypophyse postérieure. La glande pinéale, très connue pour tout ce qui est vraiment expérience mystique, etc. C'est pour ça qu'en fait les hindous se mettent à ce niveau-là, un point, pour la représenter, et ils appellent ça le troisième œil, parce qu'au niveau histologique, c'est-à-dire au niveau de la formation et de l'évolution des tissus, la glande pinéale est très proche de la rétine. Et par exemple, les oiseaux, en fait, comme ils n'ont pas de cerveau mammalien ou néo-mammalien qui la recouvre, ils s'en servent comme boussole, parce que cette glande pinéale est très sensible au champ magnétique, en fait. Et pour eux, elle est juste sous leur crâne, donc elle est très très sensible en fait à tout ce qu'il y a, alors que nous, elle est recouverte par plusieurs couches en fait de cerveau. Il y a aussi différentes aires, par exemple, l'aire, ce qu'on appelle l'occiput, l'aire occipital, c'est tout ce qui est vraiment cortex visuel, c'est 20% de votre cerveau. Cortex préfrontal devant, c'est vraiment ça le cerveau mammalien, c'est ce qui vous permet de penser. Jordan Peterson disait qu'en fait, le cortex préfrontal est né du cortex moteur parce qu'en fait, nous pensions le mouvement pour que nos pensées meurent à notre place si on faisait une erreur dans le calcul ou dans nos mouvements. Très intéressant. Vous avez les aires du langage, Broca, Wernicke, tout ça, etc. Il y a d'autres glandes, par exemple l'amygdale, dont je vais parler beaucoup, le nucleus accumbens aussi, et enfin voilà, la substance noire, etc. Différents endroits plus ou moins spécialisés, mais très simplement, le cerveau, c'est vraiment différents cortex qui sont tous connectés en fait. Et l'action, par exemple, des psychédéliques, comme le LSD, qui est un neuroplastogène, ou les champignons, c'est de reconfigurer certaines choses, certaines connexions, ou carrément en fait de créer de nouvelles connexions et de faire fonctionner le cerveau d'une manière qu'il n'est pas habitué. D'où l'aide que les psychédéliques peuvent apporter dans les schémas de pensée répétitive, que ce soit troubles obsessionnels compulsifs, ou encore, je pense à schizophrénie, paranoïa, dépendance, addiction, dépression, etc. Parce que le cerveau fonctionne d'une certaine manière, et en fait, ça permet de le recabler, littéralement, de le recabler. Et moi, dans le cadre de mon TDAH, je sais que le LSD m'a énormément aidé, en fait, à avoir cette distance de pensée, à plus être vraiment dans la gratification instantanée et la recherche de dopamine. Dans le cadre de la rétention séminale, en fait, je vais parler notamment, donc je disais, de l'amygdale et du noyau accumbens ou nucleus accumbens. Pourquoi je peux parler de ces deux endroits? Parce qu'en fait, l'amygdale, c'est la partie de votre cerveau qui est liée à la peur, c'est lié à votre survie, plus généralement. C'est l'émotion de peur primordiale. C'est vraiment... Il faut que tu aies peur, sinon tu ne vas pas survivre. Et ça, c'est inscrit en fait, c'est inscrit littéralement dans nos gènes, c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans notre biologie évolutionnaire.
Et l'importance de l'amygdale, c'est de vous dire, ok, là tu es dans une situation dangereuse, fais quelque chose. Fuis, combat, ou alors, lorsqu'on est vraiment submergé par le cortisol, l'adrénaline, on est paralysé. Mais on veut éviter ça en fait. Et par exemple, lorsqu'on est nos ancêtres, ils étaient face à un mammouth ou à un tigre à dents de sabre ou un truc comme ça, bah, ils se disaient, ok, amygdale, action là. Lorsqu'il y avait un précipice, amygdale, action. Lorsqu'il y avait un feu, amygdale, action. Et ensuite, on a domestiqué le feu, etc. Il y a certaines choses qu'on a domestiquées, donc en fait, l'amygdale, ensuite, c'est abaisser un petit peu. Je fast forward, avance rapide vers notre société actuelle. L'amygdale, en fait, elle est sursollicitée tout le temps. On a tout le temps des stimulations, que ce soit au niveau du bruit, au niveau des voitures dans tous les sens, et en fait, elle est stimulée pour rien. Par exemple, il y a un mec qui nous dit un commentaire, « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Il y a un mec qui like pas notre post sur Instagram, « Oh mon Dieu, je suis même plus ». Parce qu'en plus, accessoirement, Instagram et Facebook, c'est de la comparaison permanente. Donc votre amygdale, elle va vous permettre de vous dire, vous situer en fait. Et comme vous comparez en permanence, votre amygdale, elle va faire littéralement, elle va vous mettre sous une courbe descendante, littéralement qui va au centre de la Terre. Et donc c'est pour ça qu'en fait, les médias sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, etc., c'est ultra délétère, les gars. On n'est pas censé être connecté H24 à des tonnes de personnes en permanence. C'est que mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. L'amygdale maintenant aussi, c'est aussi la partie qui va vous faire vos pensées, vos scénarios catastrophes, vos films, vos pensées paniques en fait. Elle va se servir de votre cerveau mammalien, donc au niveau des émotions, pour créer des émotions d'anxiété, etc. Et au niveau de votre cortex préfrontal, pour créer littéralement soit des voix qui vont vous dire, vous allez avoir peur de la réaction de certains gens, de certaines personnes. Vous allez, par exemple, créer des scénarios catastrophes. Oh mon Dieu, si je vais à cette présentation, tout le monde va se moquer de moi, etc. Et c'est juste votre amygdale qui pète un câble, en fait. Parce que c'est des choses qu'on n'est pas habitué à faire, des présentations devant tout le monde. Enfin, je veux dire, on s'en fout de faire des présentations devant tout le monde. Enfin, je veux dire, notre but, c'est juste d'avoir des ressources, manger, dormir, avoir un abri, etc. Et notre cerveau, c'est tout nouveau, ça, qu'on doit faire des présentations devant une classe ou des trucs comme ça, ou des pitchs. Mais si on y repense, l'école, ça date, c'est un siècle. L'école républicaine, etc., c'est la fin du 19e siècle, c'est un siècle et demi, je vais être gentil, en France. Mais c'est des choses que notre amygdale, pour laquelle elle est mal adaptée, en fait. Et cette maladaptation qui est délétère, en fait, pour nous. Donc l'amygdale, en fait, c'est vraiment ce qui va vous pousser votre corps, vous poussez vous à rester homéostatique, en fait. À vouloir, par exemple, mon frère, là, voulait partir courir, et il disait, ah, mais est-ce que je pars pas courir, etc., patati patata. C'est son amygdale, en fait, qui parlait. Son amygdale qui lui disait, ouais, mais non, mais t'es bien, t'es au chaud, t'as besoin d'aller courir, t'as pas besoin de t'améliorer, pourquoi tu courais, ça sert à rien, oh, tu vas être fatigué, tu vas avoir chaud, il va faire froid en plus, tu vas transpirer, tu vas avoir mal, etc. Plein de justifications, bam, bam, bam. Le cerveau, c'est une machine à justifier, à trouver des excuses. Et donc, en fait, si vous voulez faire fermer votre gueule à votre amygdale, il y a 3 moyens. Soit vous faites l'opposé de ce qu'elle vous dit, soit vous prenez des substances type psychédéliques ou alors qui vous assomment, donc là elle ferme sa gueule, donc il y en a qui sont plus bonnes, moins bonnes. La troisième chose aussi, c'est, je dirais, tout ce qui est physiologique. Par exemple, que ce soit l'orgasme, c'est pour ça qu'en fait lorsqu'on se branle, lorsqu'on éjacule devant du porno, notre amygdale ferme sa gueule parce qu'elle croit « Ah, tu t'es reproduit, boum, je te laisse tranquille ». Sauf que votre cerveau, cortex préfrontal, il sait que vous avez fait de la merde là. Et donc, vous vous sentez coupable et comme une merde après avoir maté du porno. Par contre, si vous n'êtes condamné pas, votre cortex préfrontal, il va savoir. Donc, en plus de votre amygdale qui ferme sa gueule, vous aurez de la sérotonine, de l'ocytocine et de la dopamine. Voilà. Si tant est que c'est quelque chose que vous désirez vraiment. L'autre truc aussi, c'est par exemple la méthode Wim Hof. J'en parlais très rapidement. Lorsque vous respirez avec la méthode Wim Hof, c'est-à-dire vous faites des cycles de respiration, vous baissez votre taux de CO2, donc en fait vous alcalinisez votre corps, et votre corps dit oh, « il faut que je réacidifie, donc il faut que j'augmente le CO2 ». Donc normalement il ferait ça naturellement dans votre corps, mais comme vous êtes en apnée, vous êtes en expiration, c'est plus d'oxygène, votre amygdale pète un câble en fait. Sauf que vous avez tout l'oxygène qu'il faut, et votre taux de CO2 va remonter, votre taux d'oxygène va descendre un petit peu, jusqu'à ce que vous ayez besoin de respirer. Et là que vous respirez, votre amygdale, elle comprend pas ce qui se passe et elle se tait en fait. Et dans la méthode Wim Hof, moi j'ai remarqué que j'avais plein de pensées négatives qui sortaient lorsque j'étais en apnée en fait. Parce que justement l'amygdale, là pour le coup, elle est overdrive, elle est sursollicitée, mais dans le mode bien. Et ensuite, elle comprend que ça sert à rien, ensuite elle ferme sa bouche. C'est pour ça que en fait, cette méthode marche du tonnerre en fait. C'est pour ça que cette méthode, maintenant il y a des millions de personnes qui l'utilisent, qui la regardent, et moi je vous encourage fortement. 11 minutes par jour pour votre vie. Moi je le fais 20 à 30 minutes par jour en général. Bon là je ne l'ai pas fait hier avant-hier parce que c'était un peu le bazar dans mon horaire. Mais c'est ça. Et ensuite, il y a le nucleus accumbens. Le nucleus accumbens, c'est le siège de la récompense. C'est plein de neurones dopaminergiques. Ce qui allume le nucleus accumbens, c'est le porno, la nouveauté, le sucre, le sexe, l'éjaculation,
la cocaïne, les méthamphétamines, l'héroïne, la malbouffe, tout ça, tout ce qui est en fait de la gratification instantanée. Ça l'active très facilement, sauf qu'en fait vous n'avez pas de choses, vous n'avez pas de vraie récompense en tant que telle. Vous avez juste la dopamine, ok? Vous n'avez rien accompli. Tandis que par exemple, si vous désensibilisez vos neurones dopaminergiques, ils vont vouloir de la dopamine, ils vont vouloir vous donner de la dopamine surtout, parce que la dopamine, c'est pas le neurotransmetteur de la récompense, mais de l'anticipation. Plus vous retardez votre gratification, plus vous allez recevoir de la dopamine. Et plus votre cerveau sera habitué à retarder la gratification. C'est par exemple attendre de manger, jeûner intermittent, faire du sport, méditer, respiration Wim Hof, aller marcher, discuter avec une personne, attendre quelque chose, etc. Pas avoir de gratification instantanée. C'est pour ça que moi, en général, j'évite les discussions instantanées, si je peux, sauf s'il n'y a pas d'autres moyens, que ce soit par les médias, etc. J'évite de d'écrire. Si je veux parler à quelqu'un, je lui dis « Ok, on se rencontre en personne ». Donc généralement c'est ça. Et comment la rétention séminale est dans tout ça? Parce que vous retardez la gratification. Les gars, ça fait 228 jours aujourd'hui que j'ai pas éjaculé. Vous imaginez ce qui se passe dans mes neurones dopaminergiques? Et en plus, bon, je fais pas de médias sociaux, je mate pas plein de trucs, j'ai pas Instagram, je l'ai désinstallé, j'ai juste Facebook pour écrire, j'ai désactivé toutes les notifications, littéralement mon cerveau, parfois il se fait chier. Et c'est bien l'ennui en fait, c'est un bon signe l'ennui, c'est que vous recablez votre dopamine en fait. Et vous avez aussi beaucoup de testostérone qui va agir là-dessus. La testostérone va, par exemple, être sécrétée par vos testicules, et ensuite va aller à votre pituitaire pour envoyer de l'hormone de croissance. C'est pour ça qu'en plus de l'expression de protéines dans vos muscles, vous gagnez plus de muscles lorsque vous êtes en rétention, parce que vous avez plus d'hormones de croissance. Et les gens qui me disent « mais je grandis plus », je fais « les gars, tes cheveux poussent, tes ongles poussent, ta peau, elle se change aussi, tes poils tombent, etc. Ta moustache, ta barbe pousse, on sécrète toujours de l'hormone de croissance. Et on sécrète aussi de l'hormone de croissance pour les neurones. Et donc finalement, si on met la rétention séminale, donc gratification a posteriori, plus on jeûne intermittent, plus etc., on fait diète cétogène, on mange pas de sucre, plus on a toutes les bonnes habitudes, les gars, en fait, vous recablez à la fois votre amygdale, votre cerveau reptilien, votre noyau accumbens et votre cortex préfrontal, en fait. Vous pouvez littéralement faire grossir votre cortex préfrontal grâce à la méditation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En gros, littéralement, retenez juste que votre cerveau, votre amygdale surtout, elle va vous pousser à toujours rester médiocre. Pour votre bien, en fait. Un peu comme des parents qui ne veulent pas que vous vous blessiez, en fait. Vous voyez? C'est littéralement ça. Qui ne veulent pas que vous vous éloigniez d'eux parce que sinon, vous allez faire des mauvaises expériences. Mais c'est en faisant des mauvaises expériences, ou alors en faisant des expériences plus généralement, que vous allez apprendre. Et je vais faire un aparté. Le rôle du père dans la vie, c'est pas de castrer l'enfant, comme la mère, c'est au contraire d'accélérer les douleurs d'apprentissage. Et c'est pour ça que moi, il m'a fallu du temps avant de comprendre, parce que moi, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de figure paternelle, j'ai pas eu de figure d'autorité. Et si j'en ai eu, c'était des figures délétères, narcissiques, pathologiques, toxiques. Donc, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est soyez l'homme que vous voudriez avoir comme père, domptez votre amygdale, musclez votre cortex préfrontal, continuez la rétention séminale, courage, force et honneur, beaucoup d'amour, beaucoup de masculinité. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.